moments dans la vie où on arrive à vivre des fantasmes, des rêves, des espèces de mises en scène qu'on a pu se faire le soir dans son lit lorsque la vie est un peu grise. Et il y a des moments où ces choses-là se matérialisent. Pour ça, il faut un endroit comme celui-ci, le sud de l'Espagne. C'est un endroit désertique et si extraordinaire dans son ambiance que des gens comme Sergio Leone et Steven Spielberg ne s'y sont pas trompés, puisqu'ils y ont tourné quelques-uns de leurs films les plus réussis. Et puis évidemment, il faut aussi une espèce de cheval, une monture pour s'en aller vivre des aventures. Vous remarquerez que l'homme... Agustin, qui vous remarquerez que l'homme, en général, a besoin d'un outil pour s'exprimer. Alors, on n'a pas de chevaux, on n'a pas de colt. On ne va pas vous faire « Il était une fois dans l'Ouest ». On est dans le sud et on a quand même un bien beau cheval. Adelante. Toute vraie histoire doit se construire sur la démesure. Entre 1939 et 1945, les avions de la Luftwaffe, frappés de croix noires, livrèrent dans le ciel d'Europe une guerre démesurée, qui se raconte à la manière des récits des chevaliers teutoniques. Tous les ingrédients d'une formidable dramaturgie furent rassemblés par le destin pour mettre en scène durant 6 ans une tragédie tellement au point qu'elle nous paraît aujourd'hui venir du fond des âges. Jusqu'aux avions qui étaient superbes, de véritables coursiers du ciel, comme le Messerschmitt 109. Ce petit chasseur, comme beaucoup d'autres avions allemands de l'époque, était d'une logique terriblement allemande, ce qui signifie qu'il pouvait être terriblement efficace, en même temps que terriblement dangereux pour ses propres pilotes. Il ne reste aujourd'hui que 2 authentiques Messerschmitt 109, et le simple fait de les faire voler est toute une aventure. Peu importe la qualité du pilote aux commandes assis sous la verrière qui évoque un cercueil de plexiglas, le 109 est si vicieux, si difficile à maîtriser, qu'on se demande qui étaient donc ces pilotes allemands qui resteront, c'est certain, comme les plus fabuleux pilotes de chasse de l'histoire. En effet, les plus grands as alliés, moins d'une demi-douzaine de pilotes, ramenèrent de la Deuxième Guerre mondiale des scores personnels de 40 à 50 victoires en combat, alors que la Luftwaffe comptait en mai 45 plus d'une centaine de tueurs du ciel possédant chacun plus de 100 victoires aériennes. En Allemagne, on ne les appelait pas des as, mais des experts, Experten. En voici quelques-uns. Helmut Wick, Johannes Steinhoff, Gerhard Barkhorn, Hans-Joachim Marseille, Walter Nowotny, le plus dangereux de tous, Erich Hartmann, 352 victoires, et le plus connu de tous, Adolphe Galland, descendant, comme Marseille, de huguenots français émigrés. Tous ces pilotes étaient des magiciens du vol. Tous avaient appris à voler comme on apprend la musique et non pas comme on apprend à conduire. Ils avaient commencé sur des planeurs mis en œuvre dans toute l'Allemagne nazie par une myriade de clubs disposant d'un formidable matériel. En France, le Front populaire procéda d'ailleurs de manière identique. Mais en Allemagne, on donna à ces pilotes qu'on voulait voir devenir les meilleurs du monde des planeurs et des avions d'entraînement aux qualités de vol superbes. L'avion de base de ces élèves pilotes était produit par un industriel nommé Bucher, Karl Clemens Bucher. Cet avion se déclinait en 2 versions, celui-ci, le monoplace, le Jungmeister, et le biplace Jungmann. Pour résumer la personnalité des Bucher, un mot suffit, Stradivarius. Ces petits biplans étaient les Stradivarius du vol. Dans le même temps, au milieu des années 30, l'Espagne explosa en une guerre civile atroce. Toutes les machines volantes du pays trouvèrent une utilité militaire dans l'un ou l'autre camp. La guerre aérienne d'Espagne commença sous forme d'escarmouches, puis le monde extérieur s'impliqua à son tour en utilisant ce conflit comme banc d'essai pour les matériels et les doctrines d'utilisation. L'URSS aida les républicains, l'Allemagne aida les nationalistes. Le peuple espagnol s'autodétruisit alors que le reste de l'Europe se préparait à une guerre plus vaste encore. Enfin, se produisit Guernica, le premier bombardement aérien massif de l'histoire. En 1945, l'Europe émergea du drame et l'Espagne franquiste poursuivit sa route encore quelque temps. Militairement, elle était l'héritière de la culture allemande, en particulier dans le domaine aéronautique. Jusqu'au début des années 70, par exemple, tous les aviateurs espagnols apprirent à piloter sur des Bucher Jungmann, construits sous licence, et l'histoire du Stradivarius du ciel devint alors espagnole. Finalement, l'armée de l'air réforma les Bucher pour les remplacer par des avions modernes. Mais l'aviation espagnole était tellement imprégnée du petit biplan allemand qu'il lui fut impossible de le laisser mourir.
À partir d'ici, l'histoire n'est plus seulement espagnole. Elle prend l'allure d'un récit de Cervantes. Le pays de Cervantes, c'est la Manche, à 200 km au sud-est de Madrid, et plus spécialement la région d'Albacete. À Albacete vit un homme qui est devenu fou. Il a tout abandonné d'une vie normale et confortable de cadre supérieur pour devenir constructeur d'avions. Il s'appelle Jesús Ballester. Et ici, c'est son usine. Une usine où se pratique la courtoisie du pavillon. Es un sueño, sí, un sueño intranquilo, doloroso. ¿Por qué doloroso? Porque es muy difícil para un hombre solo, que no pertenece a ningún grupo financiero, ni a ninguna gran familia, ni tiene gran capital, fabricar aviones. Me doy cuenta que yo soy yo solo y mi familia. Ballester a donc décidé, après la mise au rencard des Bucaire, de devenir constructeur d'avions préhistoriques. Il a racheté tous les outillages de production, tous les plans, et des montagnes de pièces détachées, certaines neuves et d'autres révisées. C'est comme si quelqu'un récupérait de quoi refabriquer des Bugatti absolument originales. Économiquement, c'est du suicide. Aujourd'hui, en Europe de l'Ouest, on ne sait pas commercialiser un avion léger au-dessous de 800 000 francs pièce. Donc, Ballester est fou. Venez avec moi voir comment l'ingéniosité des hommes, la tradition, le savoir-faire peut permettre de réussir des merveilles à partir de simples tubes et de tôles d'acier. Ça commence d'une manière très simple, n'importe quel carrossier s'y reconnaîtrait. Par terre, fixé au sol d'une manière absolument imperturbable aux différences de température, peut-être même aux secousses telluriques, il y a un marbre. Le marbre, c'est ce qui permet de construire la cage de tubes que sera le fuselage avec une précision absolue. Et ça a l'air tout simple finalement, puisqu'on prend ces tubes, ma lance de Don Quichotte, ces tubes d'acier au chrome molybdène avec un peu de nickel, les Espagnols mettent du nickel dedans pour pas que ça rouille. Et donc il suffit de poser le tube sur le marbre, de refermer les étriers, de resserrer, et on a ainsi un positionnement extraordinaire qui va permettre de fabriquer cette cathédrale d'acier qu'est le fuselage d'un Youngman. Dans le jardin de ce qui était sa maison de campagne, Ballester a donc édifié 2 ateliers dans lesquels des compagnons viennent travailler le métal. Tous ont travaillé ou travaillent pour l'arsenal aéronautique de la base aérienne voisine, aujourd'hui sur Mirage ou Canadair. Mais autrefois, c'est là qu'étaient révisés les Bucaire espagnols. Pour Ballester et ses compagnons, pas question de changer quoi que ce soit à la tradition. Le secret de la fabrication de ces Bugatti du ciel réside non seulement évidemment dans le savoir-faire des gens, mais réside aussi dans l'outillage. Et une partie de cet outillage, qu'on voit ici, une partie de cet outillage nous vient non pas de la nuit des temps, mais de la nuit des temps aéronautique en tout cas, puisque certains de ces bâtis ont une 50aine d'années. Alors pour faire quelque chose comme une simple pédale de palonnier, que d'autres feraient avec des tubes courbés, très simple, une opération qui dure 10 secondes, ben là on a un petit outil spécialisé. Et donc on met tous les tubes qui vont bien pour fabriquer cette pédale, on les positionne sur cet outil, et puis on met les points de soudure, et une fois qu'on a fini de chauffer tout ça, on sort et on obtient une pédale de palonnier qu'on va pouvoir ensuite traiter anti-corrosion. Pour payer tubes, tôles, stock de pièces et outillage, Ballester a tout vendu à la manière de Bernard Palissy. L'atelier de couture de sa femme fait vivre la famille, car le plus gros du produit de la vente de chaque avion sert à payer les salaires. Un Youngman Stradivarius neuf de Ballester est vendu une misère, 400 000 francs. On a donc fini de construire ce fuselage en tube, on a fait le désespoir des comptables, parce que quand ils voient le nombre d'heures de travail qu'il y a là-dedans, il y a de quoi se suicider. Alors on va aggraver leur cas, on va aggraver le cas de tous ceux qui rêvent d'optimiser, de maximiser les procédés de construction en les rendant de plus en plus simples et automatisés. Parce que maintenant, après avoir fait de la métallurgie, on va faire de la charpente, on va faire du bois, on va faire de la menuiserie. On peut même dire à certains moments qu'on va faire de la lutherie. Alors vous voyez, vous faites travailler maintenant des gens qui coûtent encore plus cher et vous mettez encore beaucoup plus d'heures de travail pour arriver à fabriquer Rocinante. Le morceau de bravoure d'un Youngman, c'est l'ensemble des 4 demi-ailes en bois. Chacune pèse 18 kilos seulement, mais la structure de l'avion est pourtant aussi solide que celle d'un avion de combat. Ballester a une admiration sans borne pour un Suédois, l'ingénieur Anders Andersson qui a dessiné le Youngman en 1934. Andersson et Bucaire avaient créé ensemble en Suède, au début des années 30, une entreprise aéronautique devenue célèbre, la Saab. Dans toute cette aventure, de Saab à Bucaire à Ballester, se retrouve une constante technique, l'obsession d'une certaine perfection mécanique. Illustration.
Une pièce intéressante dans l'architecture d'une aile comme ça, c'est celle-ci. C'est une pièce qui sert à tenir, disons, la distance, à régler la géométrie qui existe entre les deux longerons de l'aile. C'est une pièce importante, c'est une pièce majeure, et voici comment les Britanniques, exactement à l'époque où cet avion-là était en construction, c'est-à-dire au milieu des années 30, voici comment chez De Havilland ont réglé cette distance entre le longeron avant et le longeron arrière. Un tube avec deux bouts de métal soudés, avec des trous, avec des vis. C'est simple, ça fait le travail, c'est vrai, mais maintenant voici l'interprétation du même thème à l'allemande. Ça a quelque chose des appareils photo Leica, c'est parfait, c'est précis, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, mais en l'occurrence, la complexité, c'est quand même l'idéal d'un point de vue d'ingénierie. Donc, Ballester et son équipe sont des artisans et en revendiquent le statut. L'artisan, à la différence de l'employé d'industrie, a conscience de la finalité de son travail, qui du coup devient une œuvre. Cuando uno ve que aquí entran tubos, chapas, aluminio, madera, cuero, todo esto, y empieza uno a unirlo y a soldarlo y a cortarlo y a pegarlo y tal, y luego al final sale una cosa que vuela y se va al aire. No sé, uno no comprende, no lo comprende eso, cómo es posible hacerlo, y sí, puede ser un milagro, porque claro, el que lo ha visto todo hecho trozos de hierro y trozos de aluminio y luego lo ve volar. Albacete. Le nom vient de l'arabe Albacete, le plateau. Coïncidence. Pedro Almodovar habite pas loin de là, et les paradoxes de l'Espagne sont ici réunis comme dans les films du maître, mélangeant l'arabe et le chrétien, le pauvre et le riche, la soumission et la puissance. Devant les arènes, sous les arbres, trône la statue d'un matador défunt, mais bizarrement un matador mort dans un accident d'avion. Albacete est naquit il y a des siècles de l'installation d'un marché, et reste un marché. Cervantes trouva là, et dans une prison de la région, les ingrédients de ce livre, l'une des plus grandes œuvres de la littérature mondiale, le Don Quichotte de la Manche. C'est ici que fut inventé ce style, qui mêle le dérisoire et le grandiose, et qui est l'essence de l'art des conteurs de culture espagnole, de Cervantes à Almodovar. Dans une petite rue de la vieille ville, dans une échoppe désaffectée, Ballester et ses compagnons interprètent leur version du Don Quichotte. On avait entendu dire qu'une des créatures assemblées à Albacete vivait une vie de liberté dans le sud du pays. L'Espagne est vaste, les avions y sont rares. Nous voulions voir ce Youngman. En Espagne, les rendez-vous sont flous, imprécis. La règle du fatalisme préside aux rencontres et aux séparations. Le cartésien a du mal à suivre son agenda, mais il nous fallait retrouver ce Bucer.
Espagne, hombre, tu dois faire confiance au hasard et aux pistes qui mènent forcément quelque part. Au bout d'un labyrinthe de routes et de rendez-vous à géométrie variable, on trouva Antequera, une petite ville derrière les montagnes qui domine Malaga. Le Buquer vert était supposé s'y trouver, un peu comme une récompense au bout d'un jeu de piste. Près d'Antequera, nous avait dit Ballester, il y a un aérodrome. 3 hangars, un bout de piste en dur, perdu dans un océan de poussière parsemé d'oliveraies. En Espagne, en dehors des aéroports desservis par les avions de ligne bourrés de touristes et des bases militaires géantes héritées de l'OTAN, il n'y a qu'une poignée de terrains d'aviation. Le pilotage n'y est pas un sport de masse. On débarqua à Antequera et on y trouva un drôle de terrain, avec des drôles d'avions de millésimes indéfinissables. Au bout du terrain, balayé par le vent, il y a une auberge, espagnole évidemment, baptisée Les Pilotes, et Dulcinée n'y est pas serveuse. Voler en Espagne est une activité codifiée par des rites. On se retrouva donc 12 à table et, comme aurait dit Saint-Exupéry, on s'apprivoisa les uns les autres en parlant beaucoup. On mangea aussi beaucoup du jambon sec et des gazpachos, et aussi on but du vin épais. On compara les cultures aéronautiques et on les trouva si semblables que la barrière de la langue s'estompa vite. On parla évidemment en détail du pilotage du Youngman, et finalement, tout étant dit, tout étant mangé, et les rites étant respectés, on put ouvrir le hangar occupé par le biplan de Manolo Echevarria. Celui-là, c'est le premier Youngman construit par Ballester. Un moteur Tigre de 150 chevaux, increvable, du cuir, du chrome, de la toile laquée sur la structure délicate et surtout de la poussière partout. Ballester a décidé qu'il ne produirait que 50 de ces avions, uniquement pour des amateurs éclairés, des aviateurs capables d'apprécier chaque minute passée en vol et même chaque minute passée au sol, à prendre soin de l'avion comme on s'occupe d'un cheval précieux. Ce genre d'engin est exigeant. Il se mérite plus qu'il ne s'achète. D'ailleurs, on ne va pas voler en Youngman, on se prépare à une cérémonie. Allez, installez-vous. C'est petit, ça sent le cuir, ça sent le vernis, ça sent un peu l'essence, un peu l'huile. Et alors surtout, il y a des instruments extraordinaires dans ce vieil avion. Faisons abstraction des instruments modernes, en particulier du GPS, ce système de navigation qu'on trouve aujourd'hui dans les supermarchés, dans les bateaux, chez des tas de gens, bientôt dans vos voitures d'ailleurs, et qui travaillent avec 25 satellites. Ça, c'est pour naviguer. Ça, c'est la radio, elle est moderne aussi, mais ce qui est intéressant, c'est ça. C'est ces instruments. Les instruments que Ballester et son équipe ont récupérés à droite à gauche, en Espagne et puis ailleurs également, sont tous des instruments d'origine. Ce sont des instruments allemands pour la plupart, qu'ils ont récupérés absolument neufs dans leurs emballages d'origine et avec des petites étiquettes qui donnaient comme date de fabrication 1937, 1939. Donc tout ça, c'est de l'histoire concentrée à l'intérieur de cette rossinante pur sang du ciel. Un Youngman ne se pilote pas. Il se guide par la pensée, avec des gestes si ténus qu'ils ne sont que des pressions. Sa magie, c'est qu'il est comme une prothèse à voler, qui traduit dans le ciel les désirs de trajectoire d'un bonhomme désireux de se payer un acompte de paradis. Un Buquer de Ballester, ça ne sert à rien qu'à être totalement heureux, le temps de 3 boucles, 2 tonneaux et un rase-motte au-dessus des oliviers.
todo hombre cuando desaparece tiene que haber dejado algo detrás de él. Si no, desaparece, ¿no? Desgraciadamente. Entonces los que no somos, los que no hemos podido ser artistas o músicos o grandes escritores, pues hemos tenido que hacer algo que trascienda de nosotros. Y esto es una forma. Yo encontré este camino. ¿Tú eres un Don Quijote o un Sancho Panza? Yo creo que, aunque aparentemente puedo ser Sancho Panza, yo más bien creo que soy Don Quijote.